notre invitée, Sonia Mabrouk, est épidémiologiste et médecin de santé publique. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Alice Desbioles. Bonjour. Merci d'être là. Dimitri vient de le préciser, médecin de santé publique, épidémiologiste. Et puis vous ajoutez, je voudrais le préciser d'emblée, avant de démarrer notre entretien, sur votre profil de vos comptes sur les réseaux sociaux, pas de conflit d'intérêts. Je confirme, je n'ai aucun conflit ou lien d'intérêt à déclarer. Est-ce que c'est une question que nous devrions nous-mêmes, journalistes, poser à chaque fois que nous interrogeons un médecin, un épidémiologiste comme vous ce matin? Est-ce que c'est important de le préciser, de le savoir pour nos auditeurs? C'est non seulement important et normalement c'est la loi. Tout médecin qui s'exprime sur un sujet doit déclarer ses potentiels conflits ou liens d'intérêt en lien justement avec le produit ou le sujet sur lequel il va s'exprimer. C'est une parole libre donc qui est la vôtre ce matin, docteur Desbioles. Dans les colonnes du Parisien, le président Emmanuel Macron assume d'emmerder les non-vaccinés. Et il y a cette phrase qui forcément fait réagir le médecin que vous êtes. Un irresponsable n'est plus un citoyen, parlant des non-vaccinés. Et pour vous, docteur, un non-vacciné est un citoyen, un patient à part ? Alors moi en tant que médecin, je ne suis pas là pour juger en fait les individus, je suis là pour respecter leur choix, quel qu'il soit, je pense que c'est important de le rappeler. Et je pense aussi qu'il est plus qu'urgent d'arrêter de chercher des coupables en fait dans cette crise, d'arrêter de chercher des coupables entre les citoyens. Au début c'était ceux qui ne respectaient pas le confinement, ensuite ça a été ceux qui ne respectaient pas les gestes barrières ou qui portaient mal le masque, ensuite ça a été les enfants, maintenant ce sont les non-vaccinés, je pense que demain ce seront les enfants non-vaccinés. Je pense qu'il est plus qu'urgent de cesser tout ça et de se rappeler que les seuls coupables, ce sont les facteurs qui ont contribué à l'émergence et à la diffusion de cet agent infectieux à l'échelle de la planète. Nous allons en parler largement. Ça a l'air de vous heurter ce matin profondément, peut-être même dans ce qui fait la quintessence de votre mission, de votre engagement. Effectivement, je pense que là, de plus en plus, en fait, on bascule la médecine et la santé publique dans le domaine de la morale. Donc, il y a des bons et des méchants, des coupables, le bien et le mal. Et en fait, la médecine, la santé publique ne devrait pas rentrer dans le champ de la morale. On doit rester uniquement dans le champ de l'éthique, où en fait, on va essayer de trouver la meilleure solution possible, celle qui va faire le moins de dommages, et donc sortir du domaine de la morale pour rester dans celui de l'éthique. Et sans être dans le domaine de la morale, docteur Alice Desbioles, est-ce qu'on peut être dans le domaine de la responsabilité et parler d'une forme d'irresponsabilité quand on n'est pas vacciné, ou alors ça vous choque et vous dites non, ce n'est pas possible aujourd'hui de dire cela? Alors, j'ai du mal à percevoir l'argument en fait sanitaire derrière. On sait bien que la vaccination, le vaccin protège bien contre les formes graves, mais n'est pas majoritairement efficace contre la transmission et la contamination. On le voit bien, c'est très documenté maintenant dans la littérature scientifique et chacun peut l'expérimenter de manière empirique. On voit bien que là, avec près de 90% de la population vaccinée, on est à plusieurs centaines de milliers de contaminations depuis le début de l'année. Donc je pense qu'il faut encore une fois arrêter d'être dans cette stigmatisation et respecter les choix des individus. Le consentement est une notion très forte en médecine. Très important, le consentement. Il y a des discours qui pointent malgré tout la responsabilité des non-vaccinés. Certains disent même que les non-vaccinés doivent assumer leur choix jusqu'au bout et dire s'ils souhaitent être réanimés ou pas en cas de graves complications. C'était notamment en tout cas un débat proposé par le professeur Grimaldi. Que ce débat se tienne ou se pose, qu'en pensez-vous? Alors ça, c'est la question des directives anticipées et je trouve ça très bien. D'ailleurs, on recommande à toute personne de faire ces directives anticipées pour savoir si ou non... Si oui ou non une personne souhaiterait être réanimée en cas d'accident. Voilà, donc je pense que oui, c'est une très bonne chose que chacun fasse ses directives anticipées. C'est pas une question de statut vaccinal. De votre point de vue, docteur Alice Desbioles, à quoi sert le pass vaccinal? Est-ce que c'est la bonne stratégie aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question. Je ne suis pas certaine de son efficacité. Encore une fois, la vaccination, on va dire, de masse de l'ensemble de la population, des rappels systématiques à l'aveugle et itératifs ne sont pas la stratégie recommandée notamment par l'OMS. Le directeur de l'OMS, en fin d'année dernière, l'a encore rappelé. Ce ne sont pas les coups de rappel itératifs en population générale qui vont faire que les pays vont se sortir de cette pandémie. Donc encore une fois, le plus important, c'est de cibler la vaccination sur les personnes à risque, puisque là, il est bien documenté que le vaccin protège les personnes à risque des formes graves. Par contre, on l'a bien vu, il ne limite pas forcément la transmission et la contamination. Donc encore une fois, l'utilité, on va dire, médicale, épidémiologique et sanitaire de ce pass vaccinal est plus que discutable à mes yeux. Outre les aspects aussi éthiques, démocratiques, qui, à mon sens, devraient aussi rentrer dans la balance. On comprend l'argument scientifique que vous présentez.
fait, moi je ne veux pas vous poser de questions qu'on n'a pas à vous poser ou indiscrètes, mais vous ne faites pas par exemple, et je ne fais pas partie de cette population cible, ça veut dire qu'on aurait pu ne pas être vacciné. Je ne sais pas si c'est votre cas. Alors, mais c'est-à-dire, c'est ce que vous vaccinée, supposez. Mais je pense effectivement, et c'est quand même, il y a un consensus assez fort sur ça, qu'effectivement la vaccination ciblée sur les personnes à risque et les personnes à leur contact, notamment les soignants, dans le respect des consentements des individus, le consentement libre et éclairé est très important dans cette affaire. Mais effectivement, le plus logique et le moins coûteux à tous les plans, sanitaires, économiques, démocratiques, serait de cibler la protection vers les personnes à risque et les personnes à leur contact dans le respect du consentement des individus. Nous allons aller plus loin, docteur Alice Desbiel, dans cet entretien, à la question de savoir, et c'est très important, si c'est la dernière vague ou la dernière épidémie avant la prochaine. Vous développez une thèse singulière, appuyée évidemment sur une littérature scientifique. Selon vous, nous sommes condamnés à vivre avec ou à côté de ces épidémies infectieuses. Et vous proposez un changement total de paradigme. D'abord, dites-nous, est-ce qu'on est entré dans l'ère des épidémies, des pandémies ? Effectivement, donc ça c'est un rapport de l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui a publié en fait fin 2020 un rapport qui s'appelle « Échapper à l'ère des pandémies ». Tout simplement puisque là, c'est important de le rappeler, on est vraiment rentré dans l'ère des pandémies. On peut parler d'épidémie, de pandémie, dont le coronavirus, en fait le SARS-CoV-2, n'est qu'un avant-goût. Et il est important de rappeler que depuis 1918, depuis la grippe espagnole, on a connu plusieurs pandémies successives, le MERS, le SARS, le VIH, maintenant le SARS-CoV-2. Et donc effectivement, nous sommes rentrés dans ce que l'on peut appeler l'ère des pandémies. Et les experts de l'IPBES insistent sur la nécessité de s'attaquer aux facteurs de risque d'émergence. Mais quels sont ces facteurs ? Alors ce sont essentiellement les activités humaines destructrices que sont la déforestation, le commerce des animaux sauvages, l'érosion et la destruction de la biodiversité, puisqu'une biodiversité riche et variée protège les humains du risque de pandémie, tout simplement par ce que l'on appelle l'effet dilution, qui fait que les agents pathogènes vont être dilués dans une très grande quantité, avec une grande variabilité génétique. Donc ça protège en fait les humains du risque d'émergence. Et derrière, un autre facteur de risque aussi majeur de pandémie, c'est l'élevage industriel, qui lui va jouer un rôle en fait d'amplificateur de l'agent pathogène, tout simplement parce que les animaux qui sont dans ces fermes industrielles sont en fait des clones au niveau génétique. Et donc, dès que vous avez un agent infectieux qui trouve la clé pour contaminer un individu, il va contaminer le reste de l'élevage. Et ensuite, pour peu qu'il survienne, par exemple, dans un élevage de porcs, il y a une très grande proximité génétique entre le porc et l'être humain. On partage près de 95% de notre génome en commun avec le porc. Et donc là, c'est la voie royale pour accéder à l'être humain. Et ensuite, dans un contexte de mondialisation, de globalisation, d'hypermobilité, vous avez une diffusion très rapide à l'échelle de la planète, dans des villes qui sont de plus en plus denses, avec des systèmes de santé qui sont de plus en plus fragilisés. Et là, vous avez le cocktail parfait pour des pandémies. Mais soyons clairs, docteur Alice Desbiel, il ne s'agit pas ce matin de faire l'éloge de la décroissance, mais de dire qu'avec un changement total de paradigme et de nos modes de vie, de pensée aussi, par rapport à un système économique, il est possible d'échapper à l'ère des pandémies. Mais si on continue comme ça, nous n'y échapperons pas, c'est ça ? En tout cas, c'est ce que dit, c'est vraiment la conclusion de ce rapport de l'IPBES. Et il y a quand même, c'est bien connu qu'on entre vraiment dans une ère de pandémie. Je précise que l'impact économique actuel des pandémies est 100 fois supérieur au coût estimé de leur prévention. Ça, c'est la conclusion aussi de l'IPBES. Et l'OMS tient en fait une liste depuis 2018. C'est la liste Blueprint de l'OMS que l'on peut trouver sur Internet et qui fait en fait le listing de toutes les pathologies émergentes qu'il convient de surveiller de par leur fort potentiel pandémique. Dedans, bien sûr, il y a la Covid maintenant, il y a Ebola, Marburg, Zika, et il y a ce que l'on appelle la maladie X, qui est donc une maladie encore inconnue, mais que l'OMS pointe comme étant une maladie qui un jour très probablement émergera, qui sera potentiellement très grave, avec un potentiel pandémique majeur. Mais on peut ne pas être fataliste et ne pas se résigner à l'impuissance ce matin. Il y a une manière d'échapper à cette ère des pandémies par ce que vous dites, et un changement profond de paradigme et d'habitude. Docteur Alice Desbiel, il y a aussi ce que nous vivons actuellement, le variant Omicron qui circule tellement, il y a tant de contaminations, plus de 271 000 cas confirmés en 24 heures. Que veut dire encore ces chiffres de contamination publiés régulièrement ? Est-ce qu'ils ont un sens ? Que traduisent-ils ? Merci de poser la question, parce que quand en fait on suit une pandémie ou même une politique de santé publique
publique, c'est très important de se poser la question des indicateurs pertinents. Et effectivement, le nombre de contaminations n'est pas un indicateur pertinent. C'est encore le docteur Fauci, donc qui est le conseiller du président américain pour la gestion de crise, qui l'a rappelé. Il faut arrêter de se focaliser sur ces contaminations qui sont vertigineuses pour regarder le nombre d'entrées en réanimation et le nombre de formes graves. C'est ça l'indicateur qui doit prédominer. Et encore une fois, si on continue à se focaliser sur des indicateurs qui ne sont pas les bons, on entretient finalement à la fois un climat très anxiogène et encore une fois, on n'agit pas de manière ciblée et donc on ne peut pas sortir. Mais alors, qui sont les marchands de peur aujourd'hui ? Alors là, écoutez... Il y en a certains dans votre profession également. Certainement. Après, moi, je suis pas là pour faire de la délation ou quoi. Je pense qu'il y a une responsabilité effectivement scientifique, politique, et je pense qu'il est plus qu'urgent. Il est jamais trop tard pour bien faire. Et donc c'est pour ça vraiment que je plaide pour un changement de paradigme à court, moyen et à long terme. C'est vraiment la seule solution si on ne veut pas se condamner à mourir à petit feu dans des aires de confinement chronique, de pandémie chronique. Si, comme là on est en train de le voir, à chaque fois on a une réponse en fait qui est complètement déconnecté du réel, puisque moi personnellement je pense que toutes ces histoires de passe sanitaire, de passe vaccinal, de confinement, de restrictions, tout ça, c'est pas un vocable du champ lexical de la médecine et de la santé publique. Docteur Alizé Biols, c'est que certains sont demandeurs, une partie de la population est en demande, qu'on le veuille ou non, que vous l'acceptiez ou non, de restrictions, et est-ce que ce n'est pas le rôle d'un responsable politique, et là nous ne sommes plus sur le plan sanitaire que de chercher à protéger et aussi à se protéger par de telles mesures. Bien sûr, mais encore une fois, je pense qu'il y a, on va dire, une appropriation de ce terme de la protection, de la responsabilité, qui en fait n'est pas le bon. Sauver des vies, a dit le ministre de la Santé. Le pass vaccinal, c'est pour sauver des vies. Non, personne n'a envie. Moi, je suis médecin, je suis bien sûr la première à vouloir sauver des vies et à ne pas vouloir dégrader la santé des individus. Mais je pense qu'il faut, encore une fois, évaluer aussi les politiques publiques, évaluer les dispositifs qui sont mis en place. Et je suis désolée, mais si les mesures que l'on propose font, au final, si on regarde les choses dans leur globalité, plus de dommages que de bien, je ne suis pas sûre que ce soit forcément la bonne solution. On parlait d'indicateurs tout à l'heure. Il y a les indicateurs qui sont liés au Covid et qui sont importants bien sûr de suivre, notamment le nombre de formes graves, bien sûr, mais il y a aussi tous les autres indicateurs, notamment sanitaires, que ce soit la santé mentale, que ce soit la santé des enfants. Est-ce que la santé aujourd'hui, c'est simplement éviter le Covid ? Je vais vous poser une question qui va paraître trop simple, mais qu'est-ce qu'être en bonne santé ? Qu'est-ce que la santé ? C'est une très bonne question et on aurait dû peut-être se la poser un petit peu plus tôt, mais je vais vous donner la définition de l'OMS, c'est pas ma définition, c'est la définition de l'OMS. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne se résume pas à l'absence de maladie ou à l'absence d'infirmité. Donc on ne peut pas réduire la santé aux seuls indicateurs Covid ou à la seule absence de Covid. Et c'est pour cela que pour faire un bon monitoring de cette gestion de crise, il est important d'avoir des indicateurs Covid, mais qui soient mis en balance avec d'autres indicateurs sanitaires, la santé mentale, la santé des enfants, qui est malheureusement ravagée, dégradée. Vous tirez la sonnette d'alarme. Vous dites on parle beaucoup à raison des services de réanimation, mais il y a aussi la pédopsychiatrie où il y a parfois des mois d'attente pour des enfants en très très grande fragilité et on en parle extrêmement peu. Bien sûr. La réanimation n'a pas le monopole du manque de lits. La réanimation n'a pas le monopole. Vous allez faire beaucoup réagir en disant cela. Du manque de soignants et la réanimation n'a pas le monopole de la souffrance, malheureusement. Quand je dis ça, je ne suis pas du tout en train de minimiser l'impact et les tragédies liées à la Covid-19, loin s'en faut. Je veux juste rappeler que la santé est quelque chose de beaucoup plus global et que la souffrance et le désespoir sont partagés par une très grande partie de la population, pas tant du fait de la Covid-19, mais du fait de cette gestion de crise, des confinements, des fermetures d'écoles, de la pauvreté, de la précarité qui explose en France, des inégalités qui explosent en France. Et c'est cela aussi qui devrait, aux côtés des indicateurs Covid, être pris en compte et être mis dans la balance. C'est juste une question d'équilibre. C'est tout l'équilibre. Merci beaucoup, docteur Alizé Biols, épidémiologiste, médecin de santé publique et pas de conflit d'intérêts. C'est une leçon importante et il s'agit de le demander. Peut-être nous le ferons régulièrement désormais en recevant médecins épidémiologistes à ce micro. Je pense que c'est un bon réflexe à prendre, effectivement. Je vous remercie. Merci à vous.